l'ISNEA, ça progresse toujours. L'ISNEA, c'est, vous le savez, c'est quelque chose de difficile. Pas que ce soit difficile de travailler scientifiquement pour la chasse. Difficile parce qu'il faut aujourd'hui commencer avec peu de choses. Et l'ISNEA a commencé avec tellement peu de choses. Pour nous défendre, il faut qu'on ait des éléments, Il faut du concret, il faut avoir matière. Genre, faut pas arriver comme ça, les mains dans les poches, voilà, on arrive, voilà. Nous on a ça à vous dire. Vous dites que la population a baissé, mais écoutez, non, on a vu ça à tel moment. Mais la population d'oies, elle fait que d'augmenter. Et malgré ça, on vient encore nous emmerder. 31 janvier, fermeture. Moi, je crois dans les oies. On ne peut pas accepter qu'une espèce qui soit en surabondance, qui, quand elle sort de nos frontières, elle est tuée par tous les moyens possibles et imaginables, que l'Europe paye quelques dizaines de millions d'euros pour financer effectivement le fait d'abattre ces oiseaux, et que le bon sens, le simple bon sens, serait de laisser les Français l'attirer quelques semaines de plus au mois de février. Je ne lâcherai jamais. Jamais je ne lâcherai. Je sais pas le temps que ça va prendre, mais je lâcherai jamais. Mais je suis sûr qu'un jour, on regagnera les oies, parce que c'est nous qui avons raison. La vérité, elle est du côté des chasseurs. L'opinion publique, elle a été manipulée. Nous, les chasseurs, on a dit quoi? Pour vivre bien, vivons cachés. Ça fait 30 ans qu'on joue l'autruche. C'est terminé. Aujourd'hui, il faut dire les choses en face. Regardez dans tous les territoires où on a retiré les hommes, où on a interdit la chasse. Ben, à un moment, il faut revenir. Avec des milices armées, avec des gens qui sont payés. Ou alors, si on le fait pas, on constate quoi? On a perdu 30% de la faune, 30% de la flore, et aujourd'hui, on a un total qui est dramatique. L'homme ne peut pas être enlevé des territoires. La chasse ne peut pas être enlevée des territoires. Donc je remets mes doigts, je refaisais la rayeuse, clic, 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 clic. Puis plus ça allait, plus je sentais le champ qui rapprochait. Je retirais mes doigts, je regardais comme ça la guignette, je dis c'est bon les gars, j'ai écouté, je dis elle rapproche. Là je baisse bien la tête, je fais ça, je dis les blancs. J'en ramène 15, 20. J'étais même mal, je les vois encore. Clic, 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 clic. Elle passe. Puis c'est le bruit d'elle quand il n'y a plus un bruit, bien sûr. Ouais. Oh, je dis elles ont pas posé. Ils reviennent une deuxième fois. Clic, 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 clic. Elle passe. Je les ai pas encore posés. Bah, elles font ça 3-4 fois, puis à un moment donné, c'est à la 4e ou 5e fois, pouf, ils en balle 5 en haut à gauche. Donc je dis, allop, on y va, les gars, j'y veux, faut bien couvrir. Puis le jour-là, on en laisse 4 sur 5. Le rôle de l'ISNEA est de s'intéresser à 3 problématiques majeures qui concernent directement la pratique de la chasse. Ces 3 problématiques, aujourd'hui, connaissent un déficit en matière de recherche scientifique. Il s'agit notamment de travailler sur l'état de conservation et la notion de liste des espèces chassables. Ensuite, de travailler sur les périodes de chasse et enfin sur les territoires et les habitats qui peuvent être soumis à une activité de chasse. On dire la connaissance des espèces, voir si en bonne santé, si leur parcours migratoire se passe bien, si ils ont assez à manger. Un des enjeux pour l'ISNEA et pour les chasseurs au final, c'est de pouvoir chasser, de pouvoir continuer à chasser pour les générations à venir. Et un des objectifs d'ISNEA, c'est justement de faire ces suivis pour assurer une ressource durable, que la chasse soit durable dans le temps, en lien avec l'état de conservation des espèces, parce qu'on sait qu'il y a des espèces qui vont bien, des espèces qui vont moins bien, et des espèces qui vont beaucoup moins bien, qu'elles soient chassables ou pas encore. Des espèces protégées qui sont en déclin, on le sait aussi. C'est ton site alors. Elles commencent au bois là-bas et puis elles peuvent se terminer en mer, au large, pleine mer, jusqu'à n'en plus finir. Ah mais c'est sûr, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Le site là, il est vraiment impressionnant pour les étourneaux. Ah ouais, c'est énorme, quoi. C'est énorme. 12 pinsons, une alouette. On a mis en place le suivi de toute espèce, donc ça représentait un grand défi pour ISNEA, pour les techniciens. Il y a un pinson à 25 et 100 mètres là, qui ont chanté. Derrière moi, à 25 mètres, il y a eu un troglodyte qui a chanté. Bon, tout ce qui est entouré, c'est ce que j'ai vu et entendu en plus. Tu as eu une fauvette à tête noire derrière le rouge-gorge. Il y a quelque chose à tout près qui est un peu bizarre là, qui chante. Tiens, là. Tu l'as en visuel toi? Ouais, là. Je pense que c'est elle là. Parce qu'elle aime bien se montrer quand elle est tranquille, elle aime bien se montrer en haut du buisson. Ouais, c'est ça, tu vois. Il y a la gorge un petit peu jaune. Je sais pas si tu vois. Ouais, j'ai vu, ouais. Fauvettes, quoi. C'est les sylvidés. Et en fait, c'est un Hippoleis polyglotte. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors nous, on fait un travail de terrain sur
sur les comptages. Mais il y a également les nouvelles technologies qui nous apportent d'autres compléments d'information et qui n'est pas des moindres parce qu'on sait que la migration nous échappe et je pense que les nouvelles technologies vont révolutionner notre vision de voir la migration. Le dossier radar, c'est un dossier extraordinaire. Vous imaginez, il n'y a plus d'hommes pour contredire ou cliver l'arrivée des données. Donc quand on nous dit aujourd'hui qu'une espèce va très mal et qu'il faut arrêter de la chasser, moi je suis désolé, je suis chasseur, j'ai toujours un doute. Ce jour-là, il n'y en aura plus. Mais à nous aussi d'accepter quand une espèce va mal et que la chasse est responsable de ces problèmes. On sera les premiers, nous les chasseurs, à faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe mieux et que cette espèce retrouve une bonne dynamique de population. Mais par contre, pour toutes celles qui vont très bien, ce sera dur de nous expliquer qu'on ne peut plus les chasser. Ils vont en avoir un ici de radar pour les suivis migratoires. Il doit être implanté. Ouais. Alors je sais plus si c'est sur le Crotoy ou sur le plateau là de Holt. Dans cette zone-là, il va y avoir la Fédé a développé un financement pour avoir un radar. On est donc en présence d'un radar de haute technologie qui a été acheté par la Fédération des chasseurs de la Somme d'un coût de plusieurs milliers d'euros. Et ce radar va permettre donc d'obtenir une grande avancée sur les migrations pré- et post-nuptiales des oiseaux migrateurs. Globalement, nous avons aussi observé plus de 78 000 oies cendrées en migration pré- et post-nuptiale et également 1 600 000 passereaux recensés grâce à ce super radar. Impressionnant quand même, les quantités d'oiseaux. Alors on a choisi donc d'implanter ce radar donc, au sud de la baie de Somme, sur le territoire de Cayeux-sur-Mer, et il travaille sur, on pourrait dire, un front de 10 km de large et une altimétrie allant de 50 mètres à 2500 mètres pour capturer, on pourrait dire, les oiseaux migrateurs en migration. Le même individu sur tout son trajet migratoire va voler selon les conditions météo, tantôt au ras du sol, tantôt à plusieurs centaines de mètres d'altitude et échappe totalement à l'œil humain. On est en train, vous allez voir, de faire bouger les lignes. On est en train de mettre en place des réseaux de dénombrement avec des technologies modernes qu'on va vous présenter et vous allez voir un peu les résultats qu'on va pouvoir obtenir. Alors, tous ces travaux menés par l'ISNEA, avec la contribution forte des chasseurs qui sont le premier maillon dans la fourniture de données et dans la constitution de bases de données importantes, l'objectif au final, c'est tout de même de valoriser l'ensemble de ces informations au niveau des instances nationales et internationales, des pouvoirs publics, pour que les prises de décision ne se fassent pas de manière arbitraire, mais qu'elles puissent se faire sur une démarche scientifique, partagée et collective. Capturer des courlis, c'est pas une chose facile. Hein. Je me demande même d'ailleurs s'il y a déjà eu des courlis de capturés en France pour faire des suivis. Parce que là, l'objectif, c'est de voir comment les courlis utilisent la réserve naturelle de l'estuaire. Est-ce qu'elles fréquentent les zones de non-chasse, les zones de chasse? Donc ça demande une logistique importante, puisqu'il y a à peu près 200 kg de matériel qu'il faut emmener sur place. Là, il y a 3 pentes de tendu, mais hier on avait 4 pentes de tendu. Là on a un peu pris avec les marées et le temps, donc on a tendu 3 pentes, mais c'est 200 kg de matériel à amener. Ça demande beaucoup de minutie dans la préparation. Et pour réaliser ce genre de travail, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une logistique importante. Donc bien sûr la fédération est mobilisée, mais aussi beaucoup les chasseurs de la CDPM. Tiens, le premier courlis qui passe au-dessus des pontes. Les chasseurs de la CDPM qui, en particulier la commission qui suit l'étude chasse, qui s'est vraiment beaucoup mobilisée autour de cette étude et qui à chaque fois nous donne un gros coup de main pour apporter tout le matériel. Il y a à peu près, du parking, il y a à peu près 1 km pour apporter les 200 kg de matériel, avec des parties qui sont assez volumineuses, donc c'est très contraignant. Il faut être à peu près à chaque fois une dizaine pour faire l'installation, pour ramener le matériel à chaque fois. Donc c'est une grosse mobilisation à chaque fois. Putain, les huîtriers là-bas. Vous avez le courlis, il est posé là-bas. Il est trop à gauche des pentes là. Ah puis il est parti. Et le problème avec les sarcelles est un petit peu différent des courlis.
savoir que les sarcelles, c'est un oiseau plutôt granivore, donc il y a une possibilité d'essayer de les fidéliser sur un site en faisant un petit agrénage régulier. Donc, le premier matériel qu'on a utilisé, c'est des pontes, ce qui est utilisé dans le sud-ouest pour les pigeons ramiers. Et on est sur la réserve qu'on appelle réserve de la CDPM. On a eu entre 150 et 500 sarcelles en hivernage là, tout l'hiver. Donc elles ont commencé à bien venir à l'agrainage au moment où les niveaux d'eau ont complètement changé avec les grandes marées. Donc là, on est même en train d'essayer, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on a mis des cache-pièges, là, des nasses. Pas sûr que ça soit une grosse. À la taille moyenne quand même. C'est pas un tout petit individu non plus. Je pense qu'on a affaire à une femelle juvénile. L'examen de l'aile, on voit bien que le trait blanc sur la barre ailaire très fine. Chez une adulte, on aurait une barre ailaire beaucoup plus large. Ouais, 390, on est d'accord? Ouais, moins les 55, c'est ça? Ouais, moins 56. Je sais que ça colle pas aux plumes. On va attendre un peu que ça sèche avant de couper. Les doigts. Non, ça a l'air bien stable notre affaire quand même. Elle est bien vigoureuse. Elle gêne pas au niveau des ailes. On n'a pas pris de plumes. Devant c'est pareil. Elle est propre. On a quand même de la chance qu'elle pèse ce poids là pour une femelle. Un beau sujet. Bon, on est très content après de gros efforts d'avoir capturé notre première sarcelle. Donc une sarcelle femelle, donc 334 grammes, donc assez volumineuse pour lui poser une balise, comme on peut le voir. Et donc on remercie les efforts de tout le monde pour les poses du matériel de capture, aussi bien de la nasse que de la pente. Donc la sarcelle qu'on a capturée la semaine dernière, on l'a suivie jusqu'à hier en fait. Elle est restée encore une petite semaine et puis vraisemblablement partie en migration. Donc on a deux moyens de les suivre. Tout d'abord, on peut avoir un pointage journalier avec l'émetteur. Et si on a suffisamment de lumière pour pouvoir récupérer les informations. Donc on a aussi un système qui nous permet de récupérer un pointage tous les 3 à 5 heures selon le réglage qu'on a fait sur la balise. On est une petite dizaine en tout, donc on est entre 2 et 3 personnes par poste. Donc pour surveiller ce qui se passe, siffler les oiseaux, pour les faire approcher au plus près et les faire poser dans nos pentes. Et ensuite, pour la phase de manipulation des oiseaux et de prise de sang, on a besoin d'être plusieurs, pour que ça soit plus simple et fait en bonne et due forme. Dès qu'on capture les oiseaux, que ça soit aussi bien limicole que canard, on a donc à partir du déclenchement de dispositif de capture 3 minutes pour faire une série de prises de sang sur les oiseaux. Et donc enfin, par la suite, on pose la balise après la prise de sang, pour suivre l'oiseau sur le plus longtemps possible, je dirais. Donc là, on a une autonomie peut aller au maximum jusqu'à 1 an et demi sur la durée de vie des balises. L'objectif des prises de sang, c'est de mesurer l'hormone du stress chez l'oiseau à différents instants pour pouvoir tracer une courbe et voir en fait si les oiseaux sont plus ou moins stressés à différentes phases de la journée pendant l'utilisation de l'espace entre les zones chassées et les zones en réserve. Je pense qu'aujourd'hui encore, il peut y avoir des gens, des chasseurs, même pas chasseurs, qui récupèrent un oiseau avec une balise. Et je pense qu'elle ne nous revient pas à tous les coups peut-être. Donc de ce côté-là, c'est à nous, avec nos journaux, nos fédés, de faire l'information. Donc à l'ENSI, c'est un truc qu'on va penser, de faire peut-être une information au niveau des balises qui pourraient être récupérées par le lambda ou le chasseur.
on a l'avantage, quand l'association est née, on a soutenu Willy Schren, qui est le grand instigateur de la remise en avant de ISNEA, et le discours de notre actuel président, qui ne l'était pas à cette époque-là, et l'importance des études a fait qu'effectivement l'association s'est très impliquée au niveau d'ISNEA. Je me rappelle d'ISNEA au Salon des Migrateurs, le premier à Ville, où on était tous les pieds dans la boue. Et ISNEA, c'était une tente de 3 mètres sur 3 mètres avec un petit stand qui avait eu 5 visiteurs dans le week-end. Et quand on voit en peu de temps ce que Willy a réussi avec l'aide des fédérations et des associations et d'un tas d'acteurs à faire d'ISNEA, c'est vrai qu'on peut être fier de soutenir ISNEA. Il faut se faire confiance, il faut qu'on avance ensemble. Et puis n'oubliez pas que vous êtes, vous, des services techniques, responsables des services techniques des fédérations d'ISNEA, vous êtes la cheville ouvrière de toute aventure. Sans vous et sans les chasseurs de terrain, sans nos chasseurs de terrain, ISNEA n'est capable de rien. Il faut que nos chasseurs de migrateurs ouvrent tous un compte sur l'ISNEA pour renseigner de leurs prélèvements. C'est déterminant. La seconde chose, il faut que les chasseurs de migrateurs amènent leurs oiseaux quand on leur demande pour pouvoir que l'ISNEA puisse conduire des analyses scientifiques, car les chasseurs sont les seuls à avoir l'oiseau en main. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut qu'ils contribuent autant que faire se peut au soutien financier, au soutien, public de l'ISNEA pour tous les travaux que l'ISNEA conduit actuellement. Dans le fait qu'on a dû présenter que seuls 25% des chasseurs rendaient leur prélèvement, le ministère et la LPO, bien sûr, se sont engouffrés là-dedans en disant, écoutez, c'est très simple. Si vous voulez sortir des moratoires, il va falloir donner l'ensemble de vos prélèvements, sinon, politiquement, ça va coincer. Donc j'en appelle vraiment aux chasseurs. Ce sont des données de toute façon qui sont traitées par les fédérations, ce ne sont pas des données qui sont traitées par d'autres structures. Donc c'est très important d'avoir ce retour d'information de la base, parce que là c'est ni les élus de la chasse, ni les experts scientifiques qui seront responsables de ce travail-là, enfin de la réussite ou de l'échec, ce seront les chasseurs de base. Vous voyez qu'on a déjà entendu parler d'ISNEA, donc en plus c'est clair, c'est net. Donc, je vous dis, moi, j'étais le premier fautif à ne pas la renvoyer. Et c'est vrai que ça, si tout le monde fait comme moi, on n'a pas de suivi, quoi. Le jour, comme Olivier disait, le jour où on viendra nous contrer, on n'aura rien derrière pour se défendre, quoi. Nous avons re-signé, donc, et on va prendre une photo, une convention annuelle de lecture d'aile, donc entre la NCGE, l'ISNEA et la FNC. Je dois dire que ça va beaucoup mieux pour signer avec la FNC quand vous avez un président qui est très actif dans le domaine. Je dois remercier également là l'initiateur du suivi de cette convention au niveau de la NCGE, mon cher Olivier Bertol, qui est dans la salle avec son amie Nathalie Alison, qui passe un temps infini donc à travailler sur cette convention. Votre boulot, il est super important, quoi, parce que dans toutes les régions françaises, c'est vrai qu'il y a des grosses associations comme la CDPM, avec 2000 adhérents, voire plus, et 6 affinités. Et je travaille aussi avec des associations comme l'Allier, où il y a 4 lecteurs et 200 chasseurs sur tout le département. Mais tout le monde a son importance, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, des données de l'Allier, on en avait. Pour moi, c'est une jeune femelle. Tu vois ça comment? Les points noirs dans le blanc et puis la faible couverture bleue sur les. Mais là, quand même, elle est plutôt typée mâle juvénile quand même. Mais c'est vrai, on a le vrai critère des points noirs là. Là, il est vraiment flagrant. Là, il n'y a pas de doute. Et ensuite, entre femelle et mâle, là on a vraiment une distinction de couleur nette.
On serait sur une aile beaucoup plus chamoisée, un peu plus brune dans ces tons-là, dans les teints marrons. Et là, on est quand même plutôt tiré sur le grisâtre. Non, il n'y a pas de doute. Ouais, je vais faire confirmer par Claude. On dit le pilé, il n'y a pas beaucoup de pilés en France en producteur. Mais depuis toujours, il n'y a jamais eu beaucoup de pilés. Pourquoi? Parce que le pilé, par sa biologie, il est territorial. Donc un couple de pilés, c'est un couple de pilés aux 300 hectares. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir des troupeaux de pilés au mois de mai? Non. T'as un marais qui fait 200-300 hectares, t'as un couple de pilés qui niche dessus, bah c'est super. Mais c'est normal par rapport à la biologie. Je sais que c'est par la passion, c'est par le courage qu'on aura, c'est pour reprendre ce que disait Guy, c'est par la volonté de produire des études scientifiques de qualité que nous réussirons dans notre entreprise. Le chasseur de demain, ce sera l'écologiste de demain. Les chasseurs doivent devenir les personnes à qui on pose les premières questions. Nous, on n'est pas dans de la théorie, on n'est pas dans des doctrines, on est sur le terrain. Qui mieux que les chasseurs foule chaque centimètre carré de ce territoire national? C'est nous qui allons prendre la main, parce que c'est nous qui avons le savoir et les compétences de gestion. Il faut savoir qu'à ISNEA, on n'a pas le droit à l'erreur et on vise l'excellence. Alors pour pouvoir être excellent, il faut avoir des données nombreuses et de qualité. Alors une fréquence d'observation soutenue et c'est ce qui se passe dans ce protocole suivi nidification qui ne concerne pas que les espèces de chassables, mais toutes les espèces qui nichent sur les zones humides et qu'on peut capter évidemment. Pour ce qui est de la masse de travail que ça peut représenter, c'est quand même colossal. Ça représente 1 mois de travail pour une personne sur le terrain. Et à cela, on ajoute la saisie, qui n'est pas comptée sur le terrain, mais qui représente 2 heures de saisie pour chaque séance d'observation. On a l'exhaustivité d'un côté, mais aussi l'aspect qualitatif qui est extrêmement important. Il ne s'agit pas de reprendre 2 fois la même couvée, il faut parfaitement identifier. Le fait qu'on passe souvent, on connaît ces oiseaux et on a peu de chances de se tromper. Moi j'ai découvert avec le morillon une espèce qui est complètement indépendante à 3 semaines. Et ça, quand on en parle en haut d'un immeuble, c'est difficile de l'admettre. Mais un caneton morillon, on en verra peut-être tout à l'heure, ça se promène sans sa mère à partir de 3 semaines. Et c'est complètement, l'attention parentale, elle est très très faible à cet âge-là. On a un réseau extraordinaire. On a un réseau de professionnels. Il faut voir le travail des fédérations aujourd'hui. Demain, les fédés de chasse, ce sera les fédés de nature. Le jour où on aura compris dans ce pays que la chasse est le meilleur moyen pour équilibrer et gérer les écosystèmes, ce jour-là, on aura tout gagné. On commence à avoir aujourd'hui des résultats probants. Faut pas lâcher, faut rester soudé. C'est vrai qu'ISNEA, on aurait dû le faire il y a longtemps. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous les moyens qu'il faut. Mais quand vous ramassez une aile, quand vous nous donnez une aile, il y a tout un travail qui se met en route. Des choses qu'on n'avait jamais faites avant. Aujourd'hui, on est capable de discuter, on est capable de s'asseoir à la table, on est capable de prouver des choses. Et c'est que le début de la reconquête. Alors ne lâchez rien, continuez à travailler avec ISNEA. Parlez d'ISNEA à tous les gens qui vous entourent, tous les chasseurs qui vous entourent et même les non-chasseurs. ISNEA, c'est la science de demain pour la chasse. ISNEA, c'est la justice pour les chasseurs.